Avant de commencer, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un excellent visionnage. Son nom était Wolfgang Amadeus Mozart, un génie qui commença à composer de la musique à 4 ans et donna son premier concert à 6. Il joua devant des rois, écrivit des opéras dès l'âge de 12 ans et mourut à 35 ans dans la pauvreté, enterré sans monument, presque sans témoin. Cette histoire retrace la vie entière de Mozart, des premières représentations jusqu'à la dernière note. Vous découvrirez comment il vécut, pourquoi il se battit et pourquoi sa musique résonne encore aujourd'hui. L'enfant prodige naquit le 27 janvier 1756 à Salzbourg, dans une maison située rue Guétré de Gasse. C'était une petite ville archiépiscopale, où le fracas des pavés et les chants des chœurs d'église se confondaient en une toile sonore familière à chaque habitant. Son père, Léopold Mozart, servait à la cour en qualité de vice-maître de chapelle. C'était un violoniste reconnu et l'auteur d'un manuel d'enseignement du violon qui fit autorité. Sa mère, Anna Maria, tenait le foyer et élevait les enfants. La sœur aînée, Maria Anna, surnommée affectueusement Nannerl, et le fils cadet prénommé Wolfgang. Dès ses premières années, le garçon manifesta des capacités inhabituelles. Le père, déjà occupé à instruire sa fille, remarqua bientôt que Wolfgang suivait ses leçons avec une attention fascinée. À 3 ans, il mémorisait des mélodies entières avec une facilité déconcertante. À 4 ans, il tentait de les reproduire au clavier. Selon les souvenirs de Léopold, l'enfant répétait avec une précision étonnante ce qu'il entendait. Et si Nannerl commettait une erreur, il s'arrêtait et la corrigeait. À l'âge de 4 ans, Léopold commença à enseigner systématiquement à son fils. D'abord le jeu au clavier, puis les bases de la théorie. À 5 ans, Wolfgang composait déjà de courtes pièces. Il les dictait à son père, qui notait soigneusement chaque note. Léopold inscrivit en bas de page « Composé par mon fils à l'âge de 5 ans ». Les capacités du garçon ne tardèrent pas à être connues au-delà du cercle étroit des connaissances. Salzbourg était une petite ville, et les rumeurs concernant cet enfant capable d'improviser au clavier et de reconnaître des accords les yeux bandés se répandirent rapidement. Les soirées musicales où Mozart se produisait revêtaient d'abord un caractère intime. Dans la demeure d'amis de la famille, chez la noblesse locale, à la cour archiépiscopale. Plus tard, le père organisa de véritables démonstrations, invitant des auditeurs venus de plus loin par simple curiosité. Il cherchait à convaincre. Devant eux ne se tenait pas un prestidigitateur, mais un véritable musicien. L'une de ces soirées se déroula dans la maison du comte Laudron. Les invités se rassemblèrent dans un grand salon où les chandelles allumées se reflétaient dans les miroirs et les vitres. Le petit Wolfgang s'approcha du clavier, s'inclina et, à la demande des personnes présentes, commença à jouer. L'un des invités lui banda les yeux, tandis qu'un autre jouait une séquence aléatoire de notes. Le garçon la reproduisit immédiatement. Puis il interpréta une courte pièce de sa composition. Et ensuite, à la demande des convives, improvisa une fugue sur place. D'abord intimidé, mais déjà sûr de lui, il répondait aux questions, plaisantait et écoutait avec intérêt les remarques des autres. Le public fut stupéfait. Mais au-delà de ces soirées brillantes se cachaient des jours et des mois de travail constant. Dans la maison des Mozart, la musique résonnait presque sans interruption. Léopold était exigeant. Il ne tolérait pas la paresse et habituait son fils à un régime strict. Chaque matin commençait par la pratique, suivi d'exercices écrits, d'analyse de partitions, de lecture et de mémorisation. Mais dans ses leçons, on ne ressentait aucune contrainte. Wolfgang était un enfant vif et joyeux, mais il percevait la musique dès le début comme une partie intégrante de sa nature. Il ne jouait pas pour recevoir des louanges. Plus tard, se remémorant son enfance, il écrivit « Je connaissais la musique avant de connaître les mots. Il ne jouait pas pour le public, bien qu'il appréciât l'attention, mais parce qu'il ne pouvait pas ne pas jouer.
Il passait aisément du jeu à la composition, des expérimentations au clavier à la lecture de partitions. Son occupation favorite était l'exercice imposé par son père, composer des variations sur un thème proposé par Nannerl. Un jour, alors que Mozart avait environ 6 ans, il entendit l'orgue dans la cathédrale et, retenant son souffle, écouta tout le concert debout sur le sol de pierre froide. Après cela, il demanda à son père la permission d'essayer l'instrument. Le garçon dut se tenir sur une estrade pour atteindre les touches. Malgré la taille inhabituelle de l'instrument et la difficulté du contrôle, il joua un simple choral et improvisa sur sa base de telle manière que même le vieil organiste qui l'observait prononça « Cet enfant a l'oreille qui monte jusqu'au ciel ». À 7 ans, Mozart possédait déjà la réputation d'un phénomène. Il jouait dans les demeures de l'aristocratie locale, composait à la demande des invités, écrivait de courtes pièces instrumentales et des ouvertures. L'archevêque l'invita à jouer à la cour et le garçon, vêtu d'un habit de velours, interpréta 3 de ses miniatures assis aux côtés de son père. Ce soir-là, selon la tradition, il reçut de l'archevêque une médaille d'or, symbole d'approbation et présage d'une reconnaissance future. Cependant, Salzbourg était trop étroite. Léopold comprenait que la véritable évaluation du talent de son fils n'était possible qu'au-delà de leur ville natale. À Paris, Londres, Rome, Munich, il commença à préparer le voyage. Mais cela appartient déjà à un autre chapitre. Durant ses premières années, rempli de sons du clavier, de voix d'enfants, d'odeurs de cire et de papier, au milieu des neiges et des sonneries de cloches, naissait non pas simplement une carrière, mais un destin. Non pas par la volonté du hasard, non pas par les efforts d'un seul homme, mais par la combinaison d'un don rare, d'une discipline infinie et d'un amour pour un art que Wolfgang, semble-t-il, n'avait pas choisi. Il était simplement né avec lui. Lorsque le fils atteignit l'âge de 6 ans, Léopold Mozart fut définitivement convaincu que son talent ne pouvait être limité ni par les murs de la maison de Salzbourg, ni par les frontières de la scène musicale locale. Il comprenait que pour permettre au garçon de se développer, il fallait le faire sortir des limites du monde familier, le montrer à un large public et peut-être lui assurer un avenir. C'est alors que germa dans la famille le projet d'un long voyage. D'abord à travers l'Autriche et l'Allemagne, puis à travers l'Europe. La première étape fut le voyage à Munich, où Mozart se produisit pour la première fois à la cour de l'électeur de Bavière. La salle était pleine de nobles et de membres du clergé. Selon les souvenirs du père, le garçon se comporta avec assurance, interpréta calmement plusieurs pièces au clavier, improvisa et joua des devinettes musicales avec sa sœur Nannerl. Après le concert, il examina avec curiosité les orgues de la cour, se tenant sur la pointe des pieds et essayant avec ravissement quelques accords isolés. De Munich, la famille se rendit à Vienne, où les enfants se produisirent à la cour de l'impératrice Marie-Thérèse. Pour cette occasion, Nannerl revêtit une robe bleue et Wolfgang un habit blanc à garniture argentée. Ils jouèrent tour à tour et en duo. Selon les récits de témoins oculaires, pendant l'entracte entre les prestations, Mozart s'approcha de l'impératrice et sans hésitation l'embrassa. Les courtisans furent stupéfaits, mais Marie-Thérèse se contenta de sourire et le serra maternellement en retour. Ce geste, qui semblait simple, marqua le père plus que tous les applaudissements. Mais la gloire ne fut pas la seule compagne de ce voyage. Les routes étaient difficiles, particulièrement pendant la saison froide. Les carrosses s'enfonçaient dans les chemins détrempés. Les logements étaient souvent modestes et la santé des enfants souffrait des déplacements. Dans la petite ville de Brunn, Mozart tomba gravement malade. Pendant plusieurs jours, il fut alité avec de la fièvre, délirant. Comme le notait Léopold, même dans son sommeil, il fredonnait des motifs, comme s'il ne pouvait arrêter la musique intérieure. En 1763 commença la grande tournée européenne. Le chemin passa par Linz, Augsbourg, Stuttgart, Mannheim, Francfort,
Cologne, Bonn, puis Paris, de là Londres, et ensuite les Pays-Bas. Dans chaque ville, la famille s'arrêtait plusieurs semaines. Les enfants se produisaient dans les cours, les demeures de nobles, les salons privés et les salles de concert publics. Léopold tenait un journal détaillé du voyage, consignant les dates, les œuvres interprétées et les réactions des auditeurs. À Mannheim, les enfants jouèrent devant l'électeur Charles Théodore. À Francfort, le public fut particulièrement touché par l'improvisation de Mozart sur un thème donné. À Bonn, selon la légende, Johann van Beethoven, père du futur grand compositeur, assista au concert et se souvint du garçon comme d'une merveille de la nature. À Paris, où la famille passa environ 5 mois, les premières représentations suscitèrent un intérêt modéré. Cependant, après que les Mozart furent invités à Versailles, la situation changea. À la cour de Louis XV, les enfants jouèrent avec un succès particulier. La reine Marie Leschinska remarqua spécialement le comportement de Mozart. Non seulement il se produisait avec assurance, mais il répondait aussi avec une grâce légère aux questions des courtisans, démontrant non seulement sa musicalité, mais aussi un esprit vif. Après, Paris vint le déménagement à Londres, l'une des étapes les plus significatives du voyage. Dans la capitale anglaise, la famille vécut plus d'1 an. C'est précisément ici que Wolfgang fit la connaissance de Johann Christian Bach, le fils cadet de Johann Sébastien. Bach devint pour lui un mentor informel, lui ouvrant de nouvelles formes et approches de la composition. Il jouait à 4 mains, discutait du développement des thèmes. Et ces échanges exercèrent une influence notable sur le style du jeune compositeur. Léopold écrivait avec satisfaction que son fils se réveillait chaque matin avec la pensée de rencontrer Bach, et ne percevait pas cela comme une obligation, mais comme une joie. C'est également à Londres que Wolfgang composa sa première symphonie en mi bémol majeur. Cette œuvre représenta pour lui un pas des pièces vers des formes plus complexes. Il dictait les parties à son père, combinait les instruments, développait le thème. Et tout cela à l'âge de 8 ans. L'exécution de la symphonie lors d'un concert privé impressionna même ceux qui jusque-là le considéraient avec scepticisme. Mais tout ne se déroula pas sans encombre. À l'automne de 1765, Léopold tomba gravement malade. Pendant plusieurs semaines, il fut cloué au lit et les représentations cessèrent. Nannerl et Wolfgang passaient leur journée à la maison tandis que leur mère s'occupait des soins. Ce fut une période difficile, non seulement en raison de la maladie, mais aussi à cause des dépenses croissantes qu'il n'était pas toujours possible de compenser. Après le rétablissement du père, la décision fut prise de poursuivre le voyage vers les Pays-Bas. Là, Mozart donna des concerts à La Haye et Amsterdam. À La Haye, il interpréta ses nouvelles pièces pour clavier et reçut une commande pour l'écriture de sonates. Mais en janvier, il tomba lui-même gravement malade, vraisemblablement du typhus. Pendant plusieurs semaines, il resta alité. La température demeurait élevée et les médecins s'exprimaient avec une extrême prudence. Heureusement, la maladie recula et en mars, il put à nouveau jouer. Au printemps, la famille retourna via Paris en Suisse. Puis, en passant par Munich, arriva à Salzbourg durant l'été de 1766. La tournée avait duré près de 3 ans et demi. Durant cette période, Wolfgang n'avait pas simplement grandi. Il avait acquis une pensée musicale fondée non sur l'intuition, mais sur l'expérience. Il découvrit comment le public réagissait dans différents pays, ce qui plaisait aux Français, ce que les Anglais appréciaient, comment résonnaient les orchestres dans diverses traditions. Il apprit auprès des meilleurs. Et tout cela à l'âge où d'autres enfants ne faisaient que commencer à maîtriser l'alphabet. Au retour, Léopold écrivit dans une lettre. Maintenant, il n'est plus seulement un enfant jouant du clavier. Il sait déjà comment la musique est construite. Ces mots concluaient non pas simplement un voyage, mais toute une étape de maturation spirituelle, professionnelle et humaine. Après le retour du long voyage européen durant l'été de 1766,
la famille Mozart s'installa à nouveau à Salzbourg. La ville qui autrefois semblait être un monde plein de nouvelles impressions était désormais perçue différemment. Elle paraissait étroite, mesurée et incapable de contenir les attentes nées durant les années de représentation sur les meilleures scènes d'Europe. Néanmoins, Léopold, en tant que musicien de cour de l'archevêque, était lié par des obligations et Mozart devait suivre le même chemin. En 1772, lorsqu'il atteignit l'âge de 16 ans, il fut nommé maître de concert de la chapelle archiépiscopale. Le titre de la fonction sonnait de manière imposante, mais derrière lui se cachaient des responsabilités assez limitées. Il était subordonné au maître de chapelle, recevait un salaire fixe et devait composer de la musique sur commande sans avoir une liberté créative complète. Malgré cela, Mozart continuait à écrire activement. Durant les années 70, il créa des symphonies, des sérénades, des messes et des litanies. Parmi elles, la messe du couronnement, la litanie loretane, la sérénade Hafner et d'autres œuvres. Beaucoup furent exécutés à Salzbourg et reçus avec respect mais sans enthousiasme. Le public local était conservateur et la musique de Mozart cherchait déjà alors à dépasser les exigences de la cour. L'archevêque Hieronymus Colloredo, entré en fonction en 1772, était un homme strict, rationnel et exigeant. Il cherchait à réformer la chapelle de cour, à réduire les dépenses excessives et à contrôler strictement l'activité de ses musiciens. Colloredo voyait en eux avant tout des employés et non des artistes. Mozart ressentait de plus en plus qu'il n'était pas un exécutant dans une hiérarchie ecclésiastique, mais un compositeur avec une vision personnelle de la musique et sa propre dignité. L'un des premiers conflits survint lorsque l'archevêque refusa d'autoriser Mozart à se rendre à Munich, où il devait assister à la représentation de son opéra La Finta Giardiniera. Finalement, le départ put être négocié non sans pression de la part de la cour munichoise. L'opéra fut accueilli avec succès. Mozart fut reçu chaleureusement. Mais à son retour à Salzbourg, l'atmosphère changea. L'archevêque manifesta clairement son mécontentement. Pour lui, ce qui importait n'était pas la gloire du compositeur au-delà de la principauté, mais son obéissance et sa discipline au service. Le conflit intérieur s'intensifiait. Mozart sentait que son talent était entravé. Il continuait à composer de la musique d'église, mais y insufflait plus de sentiments personnels qu'il n'était d'usage. Ses harmonies devenaient plus audacieuses, ses mélodies plus expressives. Les messes destinées au service sonnaient de plus en plus comme des œuvres s'adressant non pas au rituel, mais au monde intérieur. Quelques années plus tard, Mozart demanda un long congé dans le but de trouver un emploi permanent hors de Salzbourg. L'archevêque autorisa le départ, à condition que Léopold reste au service. Cette décision fut douloureuse. Le père, qui avait toujours accompagné son fils, ne pouvait quitter la cour. Ce fut donc la mère, Anna Maria, qui entreprit le voyage. Ils visitèrent Mannheim, Augsbourg, Munich et Paris. Partout, Mozart cherchait du travail, proposait ses services, jouait et composait, mais recevait soit des refus polis, soit des promesses vagues. À Mannheim, il tomba amoureux d'Aloysia Weber, une chanteuse débutante, mais leur relation fut brève et douloureuse. À Paris survint le malheur. La mère tomba soudainement malade et mourut, laissant Mozart seul dans une ville étrangère. Le voyage qui avait commencé comme une tentative de s'échapper de l'autorité de l'archevêque se transforma en tragédie personnelle et en échec des projets. De retour à Salzbourg, Mozart fut à nouveau accepté au service, cette fois en qualité d'organiste de cour. Formellement, c'était un pas en avant, mais en substance, sa position n'avait presque pas changé. Il était contraint de composer de la musique pour les offices religieux et n'avait pas le droit de se déplacer de manière autonome hors de la principauté sans autorisation. Entre-temps, Salzbourg lui semblait de plus en plus étouffante. Il sentait comment l'espace se rétrécissait, comment la possibilité de création s'estompait. Le père, resté fidèle au service,
et au respect de la hiérarchie, comprenaient de plus en plus difficilement Wolfgang. Leurs lettres devenaient de plus en plus tendues. Léopold insistait sur la patience, la prudence et le respect envers l'archevêque. Mozart répondait qu'il n'était pas un serviteur, mais un homme doté d'un don, et qu'il ne pouvait permettre qu'on le traite comme un laquais de cour. Au printemps de 1781, l'archevêque Colloredo se rendit à Vienne en emmenant avec lui les musiciens de cour, dont Mozart. À Vienne, Mozart se produisit dans des salons privés, joua à la cour et rencontra des personnalités influentes. Il sentit qu'il pouvait être accepté dans le milieu musical de la capitale comme un égal. Lorsque l'archevêque lui interdit d'accepter des commandes privées et commença à s'adresser à lui par l'intermédiaire de domestiques, Mozart n'y tint plus. Dans une lettre à son père, il écrivit qu'il avait été chassé d'un coup de pied et qu'il n'avait pas l'intention de demander à revenir. En mai 1781, Mozart quitta officiellement le service de l'archevêque. Il partit sans revenu fixe, sans protecteur, mais avec un sentiment de libération. Ce pas marqua le début d'une nouvelle étape de sa vie, celle d'un artiste libre, pleine de risques, d'espoir et de lutte. Lorsque Mozart rompit définitivement avec l'archevêque Colloredo, il resta à Vienne, non pas selon un plan établi, mais par sentiment intérieur qu'il ne pouvait plus retourner à Salzbourg. Ici, dans la capitale de l'Empire, il espérait construire une vie indépendante sans humiliation, sans hiérarchie rigide, sans la nécessité constante de se soumettre à la volonté de supérieurs. C'était une décision audacieuse, risquée et en grande partie sans précédent pour son époque. Un jeune musicien sans poste à la cour, sans salaire stable et sans protecteur influent, voulait gagner sa vie uniquement par la force de son propre talent. D'abord, il s'installa chez la famille Weber, de vieilles connaissances de Mannheim, qui s'étaient désormais établies à Vienne. Dans cette maison se trouvait à nouveau Aloysia, pour qui Mozart avait autrefois éprouvé des sentiments, mais elle était maintenant mariée. Cependant, l'attention du compositeur se porta graduellement sur sa jeune sœur Constance. La jeune fille possédait l'oreille musicale, une voix agréable et un caractère doux. Leur relation se développa progressivement à travers des répétitions, des promenades communes et des soirées familiales. Peu à peu, naquit un sentiment que Mozart ne cherchait pas, mais auquel il ne résista pas. Il commença à donner des leçons particulières de musique, à se produire dans les maisons de la noblesse et à écrire des œuvres sur commande. On l'invitait volontiers dans les salons musicaux, non seulement pour jouer, mais aussi pour son esprit vif, sa légèreté et sa capacité à improviser et à conquérir le public. Au début, les revenus suffisaient pour louer un logement et mener une vie modeste, mais sans certitude du lendemain. Il écrivait à son père à Salzbourg, tentant de le convaincre que les affaires allaient sans bien, alors qu'en réalité, il devait souvent emprunter de l'argent ou attendre des honoraires pendant des semaines. La relation avec Constance devint sérieuse. Dans ses lettres au père Léopold, il cherchait à la présenter sous un jour mesuré, sachant que son père n'approuvait pas son ancienne liaison avec la famille Weber et doutait de l'autonomie de son fils. Néanmoins, après des mois de réflexion et de disputes, y compris avec Constance elle-même, Mozart prit sa décision. Il se marierait malgré toute désapprobation. Le mariage fut célébré dans l'église Saint-Étienne à Vienne. Il n'y eut pas de faste. La cérémonie se déroula modestement, sans le père et sans célébration musicale. Cependant, dans les lettres envoyées à Salzbourg peu après le mariage, Mozart assura Léopold que Constance était vertueuse, travailleuse et que, loin de le gêner, elle le soutenait dans ses affaires. En réponse, il reçut une approbation froide, sèche, mais néanmoins sans condamnation sévère. Entre-temps, le compositeur reçut une chance importante. L'empereur Joseph II lui commanda un opéra en allemand pour le Burgtheater. Cela faisait partie d'une vaste réforme visant à développer la scène nationale allemande. Mozart écrivit « Die Entführung aus dem Sérail », l'enlèvement au sérail. Le travail fut ardu. Il discuta avec le librettiste,
restructura des arias, surveilla les solistes et ajouta des effets orchestraux. La première suscita une large résonance. L'empereur, selon la tradition, prononça après le spectacle : « Trop beau et trop de notes, mon cher Mozart ». À quoi le compositeur aurait répondu : « Exactement autant qu'il en faut ». L'opéra apporta la notoriété et confirma que Mozart était capable non seulement de virtuosité dans les salons, mais aussi de dramaturgie à grande échelle. Cependant, il n'obtint pas de poste permanent à la cour. Les revenus restaient irréguliers et il se reposait de plus en plus sur des souscriptions. Il louait des salles, imprimait lui-même des annonces, organisait des concerts et se produisait comme chef d'orchestre et soliste. Les 2 années suivantes, Mozart se consacra à un travail créatif constant. Il écrivit des concertos pour clavier, des quatuors, des sérénades et de la musique religieuse. Parmi les compositions les plus importantes de cette période figure la Grande Messe en do mineur. La partie soprano fut interprétée par Constanze. Léopold assista à la première. Bien que la messe restât inachevée, elle devint l'expression d'un sentiment personnel. Gratitude, foi, amour et désir de réconciliation. Il y eut aussi des événements douloureux. Lorsque naquit leur premier-né Raimund, il ne vécut que 2 mois. Mozart vécut durement cette perte. Dans les lettres, il n'y a pas de désespoir direct, mais les lignes devinrent plus retenues. La légèreté résonnait moins souvent et la maladie, la fatigue et l'anxiété étaient mentionnées plus fréquemment. Plus tard, le couple aurait d'autres enfants, mais seulement 2 atteindraient l'âge adulte, Carl Thomas et Franz Xaver. Entre-temps, les relations avec le père se refroidirent progressivement. Léopold continuait à conseiller, à critiquer et à donner des recommandations, mais comprenait de moins en moins que son fils vivait dans un autre système de coordonnées, sans poste, sans stabilité, mais avec le sentiment de son propre chemin. Les réponses du fils devenaient de plus en plus ironiques et réservées. Leurs points de vue divergeaient non pas sur le fond, mais sur les conceptions de l'ordre et de la liberté. La situation financière demeurait instable. Parfois, les concerts rapportaient un bon revenu, parfois presque rien. Il continuait à enseigner, à accepter des commandes de mécènes et à collaborer avec des éditeurs. Mais les dépenses augmentaient. Il louait de beaux appartements, dépensait pour les vêtements et maintenait un niveau de vie élevé, en partie par désir de correspondre au milieu de la capitale, en partie par volonté de montrer qu'il était l'égal de ceux qui étaient nés dans des familles titrées. Malgré tout cela, il ne cessait jamais d'écrire. Durant ces années, apparurent 12 concertos pour clavier, des quatuors à cordes, des sonates, des arias et des compositions de chambre. Il se levait souvent tôt, travaillait dans la journée et se produisait le soir. Il se fatiguait, tombait malade, se plaignait de maux de tête, mais ne s'arrêtait pas. Sa musique devint mature, saturée, pleine d'intonations qui n'existaient pas dans les pièces précoces. Il ne cherchait plus à étonner personne. Il écrivait pour exprimer ce qui résonnait en lui-même. Vers le milieu des années 80, le nom de Mozart était connu de tous dans le Vienne musical. Il fut invité dans une loge maçonnique, était familier avec Haydn, dînait avec l'empereur et composait pour des barons et des banquiers. Il avait conquis la liberté, non pas formelle, mais réelle, le droit d'être lui-même indépendamment des titres et des supérieurs. Cette liberté coûtait cher, mais elle était authentique. C'est précisément durant ces années remplies de travaux, de pertes et de découvertes que Mozart devint véritablement ce qu'il devait être. Non pas un musicien de cour, non pas un exécutant en livrée dorée, mais un compositeur qui choisissait lui-même quand et quoi écrire. Prodłożył trzecią część, blisko 2500 3-Hilslief. À Vienne, Mozart était connu comme un pianiste virtuose, un compositeur talentueux et un homme capable de tout composer. De l'opéra à l'ensemble de chambre, de la messe à l'aria de concert. Il n'avait pas de service permanent à la cour, ne possédait ni titre ni insignes officiels,
mais se trouvait néanmoins au centre de l'attention. On l'invitait au concert, on le recommandait aux élèves, on écrivait sur lui dans les journaux viennois. Et pourtant, derrière l'éclat extérieur du succès, se cachait une vie nerveuse et instable, pleine d'angoisse, d'échecs financiers et de lutte pour une reconnaissance qu'il fallait constamment prouver à nouveau. Après la première de l'enlèvement au sérail, Mozart espérait obtenir une commande permanente de la cour, ou au moins un poste assurant un revenu régulier. L'empereur Joseph II exprima son approbation, loua la musique, plaisanta sur le trop grand nombre de notes, mais rien de concret ne suivit ces paroles. Les postes de cour continuaient à être attribués à des compositeurs plus prudents et plus prévisibles, tandis que Mozart restait dans la position d'un artiste libre dépendant de la popularité, des commandes et de sa propre ingéniosité. Il ne se découragea pas. Il organisa une série de concerts par souscription, où il se produisait lui-même comme soliste, chef d'orchestre et compositeur. C'est précisément durant ces saisons qu'il écrivit une série remarquable de concertos pour piano, du numéro 14 au numéro 21, dont le célèbre concerto en ré majeur, surnommé plus tard Elvira, et le concerto en ré mineur, son unique concerto dans une tonalité mineure. Ses œuvres étaient profondes, émotionnellement saturées, avec des parties orchestrales qui exigeaient une écoute attentive. Et tous les auditeurs n'y étaient pas préparés. Parmi ceux qui comprenaient l'ampleur de ces compositions se trouvait Joseph Haydn. Leur amitié commença comme une connaissance professionnelle, mais devint bientôt un attachement personnel. Haydn était plus âgé, plus établi, déjà reconnu dans toute l'Europe, mais il traitait Mozart avec un respect sincère. Après l'exécution d'un des quatuors de Haydn, Mozart lui offrit son propre cycle de 6 quatuors, écrits sous l'influence évidente de son style. Haydn les écouta avec vénération et dit à Léopold Mozart : « Devant Dieu, je vous le dis, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse. » Mozart, en retour, appelait Haydn son maître et son ami. Entre-temps, la capitale vivait à son propre rythme. La mode changeait rapidement. Le public était capricieux. Parfois, les concerts de Mozart se déroulaient à guichets fermés. Parfois, ils rassemblaient peu d'auditeurs. Le nombre d'élèves fluctuait. Le loyer augmentait, les dépenses aussi. Malgré toute l'apparence de succès, il n'avait pas de réserve financière. L'argent reçu des concerts ou des commandes était rapidement dépensé pour le logement, le piano, de nouveaux costumes et les domestiques. Il n'aimait pas vivre modestement, non par arrogance, mais simplement parce qu'il ne savait pas vivre autrement. Vers la fin des années 80, il acheva le travail sur Les Noces de Figaro, un opéra sur un livret de Lorenzo da Ponte, basé sur la pièce de Beaumarchais. Le texte était politiquement sensible, mais retravaillé de manière à éviter toute critique directe de la noblesse. Mozart infusa dans la musique une énergie aiguë, une vivacité de caractère, du dramatisme et de l'humour. La salle viennoise réagit chaleureusement, mais sans enthousiasme débordant. L'opéra était long, complexe et exigeait une écoute attentive. Et dans une capitale où dominait la mode de la légèreté italienne, tous n'apprécièrent pas. Les spectacles eurent lieu, mais pas longtemps. Figaro fut reçu de manière tout à fait différente à Prague. Là, le public tomba littéralement amoureux de la musique. Les journaux écrivaient que les arias de l'opéra étaient chantés dans les rues. Mozart se rendit dans la ville et dirigea personnellement la représentation. Il fut accueilli par des ovations. Lors des réceptions, on l'applaudissait. On l'invitait dans les meilleures maisons. Ce fut l'un des rares moments de sa vie où il sentit que sa musique était comprise non pas par l'esprit, mais par le cœur. Il disait « À Prague, on sait ce qu'est la musique ». Durant la même période, il fut plus souvent invité dans les salons aristocratiques, non seulement comme interprète, mais aussi comme compositeur digne de commandes sérieuses. Il écrivait pour des comtes et des banquiers, pour des loges maçonniques, pour le théâtre municipal. Mais aucune de ces commandes n'apportait de stabilité à long terme. Après le succès,
venait une pause. Après les applaudissements, une semaine sans argent. Après une représentation dans la loge impériale, une attente humiliante de paiement de la part d'éditeurs. Psychologiquement, cela était épuisant. Dans les lettres à ses amis, il ne se plaignait pas directement, mais parlait de plus en plus souvent de difficultés, de retard, du fait qu'il fallait tout faire soi-même. Il ne se fatiguait pas de composer, mais du fait qu'après chaque concert suivait un calcul comptable et qu'après chaque première venait la lutte pour une reprise. Néanmoins, il continuait, sa force résidait dans le fait qu'il ne s'arrêtait pas. Il se levait tôt, composait en voyage, écrivait entre les leçons. Il accumulait des brouillons, des thèmes inachevés, des esquisses auxquelles il revenait des mois ou des années plus tard. Ces années représentèrent pour Mozart à la fois un sommet et le pressentiment de la fatigue. Il était reconnu, mais pas établi. On le respectait, mais on ne le soutenait pas. Sa musique devenait de plus en plus profonde, mais le public n'était pas toujours prêt à la suivre. Lui-même ressentait de plus en plus vivement cette dualité entre l'inspiration et la nécessité, entre la liberté et la vulnérabilité. Mais il continuait avec cette nécessité intérieure qu'il avait depuis l'enfance, non par vanité ni par peur, mais parce que pour lui, ne pas composer était impossible. Durant les dernières années de sa vie, Mozart se trouvait dans une position complexe et ambiguë. D'un côté, il était largement connu comme l'un des plus éminents compositeurs de son époque, se produisait à la cour, écrivait des opéras qui connaissaient le succès au-delà de Vienne et étaient aimés du public. D'un autre côté, il n'avait pas de service permanent. La situation matérielle de sa famille restait instable, et dans le milieu musical viennois, où beaucoup étaient déterminés non par le talent, mais par les relations et les intrigues de cour, il se sentait de plus en plus étranger. Dans cette atmosphère de pression invisible, naquit l'un des mythes les plus tenaces entourant le nom de Mozart. Le mythe de sa rivalité avec Antonio Salieri. Les deux compositeurs travaillaient effectivement à Vienne. Leurs chemins se croisaient, ils évoluaient dans les mêmes cercles, mais la représentation d'une hostilité entre eux est grandement exagérée et en grande partie formée après la mort de Mozart. Antonio Salieri était de 6 ans l'aîné de Mozart. Originaire d'Italie, il occupait depuis la fin des années 70 des postes élevés dans la hiérarchie musicale de cour de la monarchie des Habsbourg. Son style était plus traditionnel, plus orienté vers les goûts de la cour. Et bien qu'il ne fût pas étranger aux ambitions artistiques, sa carrière se distinguait par la stabilité, la délicatesse dans les relations et le respect irréprochable du protocole de cour. Il était maître de chapelle et mentor de nombreux futurs compositeurs, jouissait du respect de l'empereur et était considéré comme le pilier musical de la cour. Mozart, au contraire, menait une vie indépendante, n'avait pas de service permanent, travaillait sur commande, luttait souvent contre des difficultés financières et avait dès le début choisi le chemin d'un compositeur qui écrivait non selon le protocole mais selon un appel intérieur. Cette indépendance, cette liberté de penser et cette tendance au langage musical dramatique étaient souvent perçues comme un défi. Non pas tant personnellement à Salieri qu'à tout le système de cour. Il n'existe aucune preuve directe d'hostilité entre eux. Dans les lettres de Mozart, Salieri est rarement mentionné et généralement sur un ton neutre ou avec une méfiance irritée, particulièrement dans les cas où Mozart se voyait refuser des productions ou des postes. Dans une lettre, il se plaint à son père que Salieri et sa clique entravent sa progression. Mais derrière ces mots se cache plutôt une déception générale qu'une véritable accusation. Les contemporains n'ont laissé aucun témoignage de querelle ou de conflit entre eux. De plus, on sait que Salieri dirigea des représentations de l'enlèvement au sérail et de la flûte enchantée et le fit avec respect pour l'auteur. Des critiques subsistent dans lesquelles il parlait avec reconnaissance du talent de Mozart. Bien qu'il ne partageât peut-être pas son aspiration aux expérimentations formelles et émotionnelles. Après la mort de Mozart, le mythe de la jalousie et même d'un possible crime se développa rapidement. Dès quelques années plus tard,
apparurent des rumeurs selon lesquelles Salieri aurait empoisonné Mozart et qu'il était le mystérieux commanditaire du Requiem. Ces versions ne reposaient sur aucun fondement. Elles ne sont confirmées ni par les témoignages de contemporains, ni par des documents. Cependant, l'image d'un rival mystérieux sapant silencieusement le génie s'avéra littérairement et théâtralement convaincante. Au XIXe siècle, le mythe fut repris par les dramaturges et les poètes. Pouchkine écrivit une tragédie, Mozart et Salieri, dans laquelle il dépeint un envieux froid incapable de supporter le génie d'autrui. Au XXe siècle, cette image fut développée dans la pièce de Peter Schaffer Amadeus et le film éponyme de Miloš Forman. Ces œuvres connurent un succès colossal, mais formèrent en grande partie chez le public de masse une représentation erronée des relations réelles entre les deux compositeurs. En réalité, Salieri, après la mort de Mozart, poursuivit une activité pédagogique active. Travailla avec de jeunes compositeurs, dont le fils de Mozart, Franz Xaver, et selon les souvenirs de ses élèves, traitait la mémoire de Mozart avec respect. À la fin de sa vie, souffrant d'une grave maladie mentale, il se trouvait effectivement dans un état de trouble psychique et prononça peut-être des phrases incohérentes, mais les contemporains, médecins et élèves, n'y accordèrent aucune importance. Dès le XIXe siècle, les historiens de la culture musicale arrivèrent à la conclusion que les accusations contre Salieri ne sont pas confirmées et contredisent des faits. Néanmoins, la rivalité entre les deux figures existait non comme une lutte personnelle, mais comme un choc de deux systèmes. D'un côté, un artiste libre défiant la norme, aspirant à l'expression et au style individuel. De l'autre, un représentant de l'école académique intégré dans la hiérarchie de cours, répondant aux attentes du système. Cette tension se faisait sentir dans la vie musicale viennoise de la fin du XVIIIe siècle et colorait inévitablement la perception des deux. Mozart le ressentait. Il comprenait qu'il n'appartenait pas au cercle de cour, qu'il ne savait pas plaire comme on l'attendait d'un musicien à la cour. Il écrivait qu'il lui était plus facile de trouver la reconnaissance à Prague qu'à Vienne, et que le public qui écoutait vraiment se trouvait non dans la salle de l'empereur, mais parmi les citadins ordinaires. Son amour de la liberté, sa confiance en son propre chemin, son refus de s'adapter au goût des commanditaires ne faisaient pas de lui un homme commode. Et peut-être est-ce précisément pour cette raison que l'image d'un ennemi, même imaginaire, s'ancra si facilement dans la conscience populaire. Mais derrière tous les mythes demeurait la réalité. Entre Mozart et Salieri, il n'y avait pas d'hostilité. Il y avait une différence de chemin, de caractère, de style. Il y avait une époque musicale complexe, pleine de changements. Et il y avait un homme qui ne voulut pas emprunter la route sûre. Il préféra le chemin de l'instabilité, de la lutte et du risque. Et très bientôt, ce chemin le conduirait à la dernière commande, ce fameux Requiem, dont il sera question dans le chapitre suivant. Durant l'été de 1791, en période de travail sur la flûte enchantée et de préparation du voyage à Prague, avec le nouvel opéra La Clémence de Titus, un inconnu se présenta à la maison viennoise de Mozart. Il était vêtu strictement d'un manteau sombre et parlait avec retenue, presque solennellement. Il transmit au compositeur une commande pour la composition d'un requiem pour le repos de l'âme, mais refusa de donner le nom du commanditaire. Il versa l'argent d'avance, demanda de respecter le secret absolu et n'exigea pas de délai urgent, demandant seulement que la composition soit majestueuse. Mozart, surpris mais flatté, accepta. L'identité du commanditaire resta longtemps inconnue. Ce n'est que des années plus tard qu'on découvrit que l'initiateur était le comte Franz von Walsegg, amateur de musique qui commandait régulièrement des œuvres à des compositeurs professionnels pour ensuite les exécuter sous son propre nom. En 1791, son épouse décéda et il envisagea de perpétuer sa mémoire par un requiem solennel, restant comme toujours dans l'ombre. Tout se passait par un intermédiaire afin que le nom du compositeur n'apparaisse pas sur les partitions. Mozart lui-même
ne savait pas qui avait commandé l'œuvre et ne posa presque aucune question superflue. Cependant, le simple fait de l'apparition de ce messager mystérieux, silencieux comme dans un rite funéraire, produisit sur le compositeur une impression plus forte qu'il ne voulait peut-être l'admettre. Presque immédiatement après avoir reçu la commande, Mozart se mit à dire à Constanze et à ses amis qu'il écrivait le requiem pour lui-même. Dans ses paroles ne résonnait pas encore une peur directe de la mort, mais sur fond de fatigue, de travail constant, de tensions intérieures accumulées et d'atmosphère anxieuse des derniers mois, elles devinrent particulièrement sinistres. Cet été-là, il travailla avec une intensité incroyable. On montait la flûte enchantée à laquelle il se consacrait avec enthousiasme et tendresse. Il suivait les répétitions, aidait les chanteurs, corrigeait la partition au fil de l'action et dirigeait. L'opéra était léger dans la forme mais philosophique dans le sens, rempli de symboles, d'allusions maçonniques et de foi en la raison et la lumière. Sa première à la fin septembre fut un grand succès. Le public l'a reçu avec enthousiasme, et Mozart, comme le notèrent des témoins, paraissait joyeux, mais épuisé. Il dirigea lui-même presque chaque spectacle malgré la faiblesse croissante. Parallèlement, il travaillait sur l'opéra « La Clémence de Titus », commandé pour le couronnement de Léopold II à Prague. Il s'y rendit pour un court moment, présenta la composition, revint et immédiatement retourna au requiem qui commençait à remplir tout son espace. Il travaillait le matin, dans la journée et tard le soir, dictait des notes aux élèves, comparait des versions, rejetait des esquisses et recommençait. Les jours particulièrement difficiles, il demandait qu'on apporte le clavier directement à son chevet, bien qu'il ne pût presque plus jouer. Il investissait toutes ses forces dans la musique. Le travail progressait lentement. Il réussit à composer l'introduction, la première partie chorale, acheva presque complètement les sections sur le jugement dernier, la majesté de Dieu, les âmes damnées et le jour des larmes. Mais ensuite, les forces commencèrent à l'abandonner rapidement. Début novembre, il tomba malade. D'abord des maux de tête et de la fatigue, puis de la fièvre élevée, des œdèmes, de la faiblesse et de l'insomnie. Constance, inquiète, l'envoya se soigner à Baden, mais cela n'aida presque pas. Bientôt, il ne pouvait plus quitter la maison. Les amis commencèrent à se relayer à son chevet. L'élève Franz Xaver Süssmayr devint le principal assistant. Il notait ce que Mozart dictait, travaillait sur les orchestrations. Dans la maison régnait le silence. Constance s'efforçait de ne pas faire de bruit, de ne pas fatiguer son mari, lui apportait de la nourriture chaude et lui donnait des décoctions. Le soir, il demandait qu'on lui lise les lignes latines du requiem. Il demandait particulièrement souvent qu'on répète le Confutatis Maledictis et le Lacrimosa dies illa. Il écoutait en silence, parfois en fermant les yeux, parfois en remuant les lèvres. Selon les souvenirs de Süssmayr, à un certain moment Mozart dit « Je sens que j'écris cela pour moi-même ». Le 3 décembre, plusieurs amis se rassemblèrent dans sa chambre. Ils voulaient chanter ensemble des parties du requiem pour aider, pour encourager. Ils chantèrent, il écouta, et selon la légende tenta d'intervenir dans le Lacrimosa. Mais sa voix se brisa, et il ne fit que secouer la tête. Il comprenait qu'il ne réussirait pas à achever la partition. À Süssmayr, il transmit des souhaits pour l'achèvement. Quelle partie compléter? Comment répartir les parties? Comment préserver l'esprit de ce qui était conçu? Süssmayr, quelques mois après la mort du maître, achèverait la partition selon ses indications orales. Dans la nuit du 4 au 5 décembre, l'état de Mozart s'aggrava brusquement. Il perdait conscience, puis revenait à lui et retombait dans le délire. Il appelait Constance, tentait de parler, mais la voix faiblissait. Le matin du 5 décembre 1791, à 1h du matin, il mourut. Il avait 35 ans. Le jour de la mort, le 5 décembre 1791, fut à Vienne froid et inhospitalier. Le ciel était couvert de nuages bas, les rues recouvertes de neige sale.
le vent poussait un brouillard gris dans les ruelles et les faubourgs. Tôt le matin, sans préparatifs particuliers, sans musique et sans pompe, le corps de Wolfgang Amadeus Mozart fut béni dans la cathédrale Saint-Étienne. La cérémonie se déroula silencieusement. Seuls quelques amis et proches connaissances étaient présents. L'épouse n'était pas là. Constance, épuisée par les nuits sans sommeil et le chagrin, sur insistance des médecins, ne put quitter son lit. Le cercueil était simple, en bois. Il fut envoyé au cimetière Saint-Marc. À l'époque, c'était un cimetière de banlieue, entouré de champs et de petits bosquets. Mozart, comme homme sans titre nobiliaire, fut enterré dans ce qu'on appelait une tombe commune de 3e classe. Cela ne signifiait pas une fosse commune, comme on l'écrivit souvent plus tard. C'était plutôt une sépulture modeste, sans monument individuel, sans parcelle assignée pour toujours. Après 10 ans, comme c'était l'usage, la tombe devait être ouverte et les ossements transférés dans un ossuaire. Plus tard, Constance tenta d'établir l'emplacement exact, mais cela s'avéra impossible. Ni pierre, ni registre, ni témoins oculaires ne restèrent. Sa tombe fut perdue. La mort de Mozart ne suscita pas de large résonance publique. Les journaux écrivirent brièvement, sans sensation. Dans les théâtres, ses opéras continuèrent d'être joués, mais sans intérêt particulier. Les musiciens avec lesquels il avait travaillé étaient soit déjà occupés par d'autres productions, soit changèrent rapidement de répertoire. La vie musicale continua comme si rien ne s'était passé. Les premiers mois après sa mort furent une épreuve difficile pour la famille. Il ne restait presque plus d'argent. La commande du requiem n'était pas achevée et de nombreuses compositions se trouvaient en manuscrits dispersés. Constance, restée avec 2 enfants, commença à lutter pour la mémoire de son mari comme pour un moyen de survie. Ce fut précisément elle qui rassembla les partitions, contacta les éditeurs et organisa les premiers concerts posthumes. Grâce à ces efforts, furent publiées de nombreuses œuvres auparavant non exécutées. Et ce fut elle qui obtint que le requiem soit achevé par Süssmayr et transmis au commanditaire. Ce travail commencé dans le chagrin marqua le début de ce qui deviendrait plus tard une renaissance. Mais cette renaissance ne fut pas rapide. Durant les 10 premières années après la mort de Mozart, sa musique résonna rarement. Seul à Prague, la mémoire de lui vivait plus fortement. Là, on continuait à monter Don Giovanni et à exécuter Figaro. Là, on admirait son génie et on regrettait qu'il n'ait pas trouvé de reconnaissance permanente de son vivant. Haydn, se trouvant à Londres, écrivit que la mort de Mozart était une perte que l'Europe n'avait pas encore réalisée. Ces paroles se révélèrent prophétiques. Progressivement, à partir du XIXe siècle, la situation commença à changer. La veuve transmit les documents aux maisons d'édition et des recueils de compositions commencèrent à paraître. Des mécènes se mirent à acquérir des manuscrits. De jeunes musiciens, parmi eux Ludwig van Beethoven et Karl Czerny, le citèrent en exemple. En France, on commença à exécuter ces opéras et vers les années 20, en Autriche apparurent les premières éditions complètes. On commençait déjà alors à le comparer aux plus grandes figures du passé. Au milieu du XIXe siècle, commença la seconde vague romantique. Apparurent des biographies, des traités, des tentatives d'expliquer son génie. On le dépeignit comme un prophète souffrant, comme un martyr lumineux, comme un enfant de la musique mort trop tôt. Son image commença à être idéalisée. Il se transforma non pas simplement en compositeur, mais en symbole de l'art pur. L'histoire de sa mort, des funérailles modestes, de la tombe perdue, tout cela renforçait la sensation de profondeur tragique. Puis vint le XXe siècle, et avec lui la technique, l'enregistrement sonore et l'exécution massive. La musique de Mozart remplit les salles, les écrans de cinéma, les émissions de radio, les disques et les festivals. Ces ouvertures devinrent l'ouverture de programmes de concerts. Ces concertos furent exécutés dans les établissements d'enseignement et lors de concours internationaux. Ces opéras redevinrent centraux dans le répertoire des plus grands théâtres. Figaro, Don Giovanni
le requiem, tout cela résonne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le nom de Mozart est connu dans chaque pays. Son portrait est imprimé dans les manuels scolaires. Ses mélodies sont étudiées dans les écoles de musique. Sa vie est adaptée au cinéma et ses compositions sont analysées dans les cours de composition. Il est devenu synonyme du mot génie, non grâce au mythe, mais grâce à la musique dans laquelle se sont fondues la lumière, la transparence, la profondeur et la précision. Il ne savait pas quel serait son chemin après la mort. Il n'a pas vécu jusqu'au triomphe, n'a pas entendu comment son requiem résonnerait lors des funérailles d'empereurs, dans les cathédrales, dans les films et les salles de concert. Il est parti tôt, et peut-être est-ce précisément pour cette raison que sa musique est restée éternelle. Parce qu'elle ne s'est pas achevée, ne s'est pas épuisée, n'est pas devenue partie de la routine de cours. Elle continue à résonner comme si elle ne savait pas que son auteur repose depuis longtemps sous la terre viennoise, en un lieu que personne ne peut nommer avec précision. Et peut-être est-ce en cela que réside la véritable immortalité. Mais pour comprendre pleinement ce que représentait Mozart, il faut regarder au-delà des dates et des événements. Il faut comprendre l'homme derrière la légende. Wolfgang Amadeus Mozart n'était pas seulement un compositeur. Il était un être humain complexe, contradictoire, plein de vie et de passion. Il aimait rire, plaisanter, parfois de manière vulgaire selon les standards de son époque. Il écrivait des lettres pleines d'humour scatologique à sa cousine, ce qui choquait certains biographes du XIXe siècle qui tentèrent de dissimuler ces aspects de sa personnalité. Il était également profondément conscient de sa valeur. Dans ses lettres, il n'hésitait pas à affirmer qu'il était un grand compositeur, non par arrogance mais par simple constat de fait. Il savait ce qu'il valait et refusait d'être traité comme un domestique. Cette fierté, cette dignité artistique constituait une part essentielle de son caractère. À une époque où les musiciens étaient considérés comme des serviteurs, Mozart insistait pour être traité comme un égal par la noblesse qu'il employait. Cette attitude lui valut des inimitiés, mais également du respect. Sa relation avec son père Léopold demeura complexe tout au long de sa vie. Léopold avait consacré des années à former son fils, à organiser ses tournées, à gérer sa carrière. Il avait sacrifié ses propres ambitions de compositeur pour se concentrer sur le génie de Wolfgang. Mais cette dévotion créa également une dépendance et une pression constante. Les lettres entre père et fils révèlent un mélange d'amour profond, de respect mutuel, mais aussi de tensions croissantes. Léopold voulait contrôler, Wolfgang voulait être libre. Léopold valorisait la sécurité et le statut. Wolfgang valorisait l'expression artistique et l'indépendance. Lorsque Léopold mourut en 1787, Mozart était à Vienne. Il n'assista pas aux funérailles. Certains historiens y ont vu de l'indifférence, mais les lettres suggèrent plutôt une douleur profonde que Mozart avait du mal à exprimer directement. Il écrivit à sa sœur que la mort de leur père était une perte immense, mais qu'il fallait continuer à vivre et à travailler. Cette réserve émotionnelle, cette difficulté à exprimer ouvertement la tristesse, se reflète peut-être dans sa musique, où les émotions les plus profondes sont exprimées, non par des mots, mais par des notes. La vie familiale de Mozart avec Constanze fut également plus nuancée que ce que la légende suggère souvent. Certains biographes ont critiqué Constanze, la dépeignant comme une épouse négligente qui ne comprenait pas le génie de son mari. Mais les preuves suggèrent une image différente. Constanze était une femme pratique, souvent malade elle-même, qui faisait face à des difficultés financières constantes. Elle donna naissance à 6 enfants, dont 4 moururent en bas âge. Cette succession de grossesses et de deuils affecta profondément sa santé. Après la mort de Mozart, elle travailla inlassablement pour préserver et promouvoir son héritage. Elle organisa des concerts, vendit des manuscrits à des prix raisonnables pour assurer leur préservation, collabora avec des biographes et veilla à ce que ses fils reçoivent une éducation musicale. Sans ces efforts,
une partie significative de l'œuvre de Mozart aurait pu être perdue. Elle se remaria quelques années plus tard avec Georg Nikolaus von Nissen, un diplomate danois qui l'aida à compiler une des premières biographies complètes de Mozart. La musique de Mozart elle-même mérite qu'on s'y attarde plus longuement. Ce qui distingue son génie n'est pas simplement la quantité prodigieuse de ce qu'il produisit. Bien que cela soit impressionnant, plus de 600 œuvres cataloguées dans tous les genres imaginables. Symphonies, concertos, sonates, quatuors, quintettes, opéras, messes, motets, divertissements, sérénades. Ce qui le distingue est la qualité absolue et la perfection formelle de presque tout ce qu'il écrivit. Ses mélodies possèdent une beauté naturelle qui semble couler sans effort. Mais cette apparente simplicité cache une sophistication technique extraordinaire. Ses structures harmoniques, ses modulations, ses développements thématiques révèlent une maîtrise complète de tous les aspects de la composition. Il pouvait écrire une mélodie que n'importe qui pouvait fredonner, mais cette mélodie était soutenue par une architecture musicale d'une complexité remarquable. Dans ses opéras, Mozart révolutionna la forme en créant des personnages musicalement différenciés. Chaque personnage dans ses opéras possède son propre langage musical, sa propre signature mélodique et harmonique. Dans Les Noces de Figaro, on peut distinguer les personnages simplement par leur musique. Le comte chante dans un style noble, mais superficiel. Figaro possède une vivacité rythmique qui reflète son intelligence vive. La comtesse exprime une noblesse et une tristesse profonde. Cette individualisation des personnages par la musique était révolutionnaire et influença profondément le développement de l'opéra. Don Giovanni, composé pour Prague en 1787, représente peut-être le sommet de son art opératique. L'œuvre mêle comédie et tragédie d'une manière qui ne ressemble à rien de ce qui existait auparavant. La scène finale, où Don Giovanni est entraîné en enfer, est d'une puissance dramatique stupéfiante. La musique évoque véritablement le monde souterrain avec ses trombones sinistres et ses harmonies chromatiques. Pourtant, l'opéra contient également certaines des musiques les plus légères et charmantes que Mozart ait jamais écrites. Dans sa musique instrumentale, Mozart atteignit également des sommets d'expression. Ses dernières symphonies, particulièrement la 40e en sol mineur et la 41e appelée Jupiter, représentent l'apogée de la forme symphonique classique. La symphonie en sol mineur possède une urgence et une tristesse qui semblent préfigurer le romantisme. Son premier mouvement avec son thème principal inquiet et son second thème plus lyrique créent une tension dramatique maintenue tout au long de l'œuvre. Ses concertos pour piano, qu'il écrivit principalement pour ses propres performances, révèlent un dialogue entre le soliste et l'orchestre d'une subtilité inégalée. Le piano ne domine pas simplement l'orchestre, mais engage une conversation avec lui. Les thèmes passent du piano à l'orchestre et reviennent transformés. Les mouvements lents de ces concertos atteignent une profondeur d'expression qui touche au sublime. La musique de chambre de Mozart, particulièrement ses derniers quatuors à cordes et son quintette pour clarinette, montre un compositeur explorant les possibilités expressives de combinaisons instrumentales intimes. Le quintette pour clarinette, écrit en 1791 durant ces derniers mois, possède une beauté mélancolique qui semble refléter la conscience de sa mortalité imminente. Le second mouvement larghetto est d'une beauté qui brise le cœur. Et puis, il y a le Requiem, son dernier chef-d'œuvre inachevé. L'œuvre débute avec un introitus d'une solennité sombre qui établit immédiatement une atmosphère de gravité profonde. Le Kyrie qui suit est une fugue magistrale, démontrant la maîtrise contrapuntique de Mozart. Les sections qu'il compléta, le Dies Irae, le Tuba Mirum, le Rex Tremendae, le Confutatis, possèdent toute une puissance dramatique extraordinaire. Le Lacrimosa, le dernier mouvement sur lequel Mozart travailla avant de mourir, s'arrête après seulement 8 mesures. Ces 8 mesures sont parmi les plus émouvantes de toute la musique. La mélodie descendante des voix, soutenue par des cordes pulsantes,
exprime une tristesse d'une profondeur incommensurable. Savoir que Mozart mourut en écrivant cette musique sur les larmes et le jugement dernier ajoute une dimension poignante à son écoute. Süssmayr, son élève, compléta l'œuvre selon les instructions que Mozart lui avait données. Bien que les musicologues débattent encore de l'exactitude de cette complétion et de ce qui appartient réellement à Mozart, le Requiem dans son ensemble reste une œuvre d'une puissance spirituelle immense. Il fut exécuté lors de funérailles commémoratives pour Mozart, quelques semaines après sa mort, et continue d'être joué lors de commémorations du monde entier. L'influence de Mozart sur les compositeurs qui le suivirent fut immense. Beethoven l'admirait profondément et étudia ses œuvres minutieusement. On dit que Beethoven déclara après avoir entendu Don Giovanni « Nous ne pourrons jamais faire quelque chose comme cela ». La clarté formelle et l'équilibre parfait de la musique de Mozart servirent de modèle même pour ceux qui, comme Beethoven, choisirent ultimement de prendre une direction différente vers le romantisme. Les compositeurs romantiques du XIXe siècle vénéraient Mozart. Schubert copiait ses partitions pour apprendre son métier. Chopin admirait ses concertos pour piano. Wagner, malgré ses théories révolutionnaires sur l'opéra, reconnaissait la perfection dramatique de Don Giovanni. Brahms, champion de la tradition classique, voyait en Mozart l'idéal de l'équilibre entre forme et expression. Au XXe siècle, alors que les compositeurs exploraient de nouvelles directions musicales, Mozart restait une présence constante. Stravinsky admirait sa clarté et sa précision. Les compositeurs néoclassiques du XXe siècle se tournèrent vers Mozart comme modèle. Et même les compositeurs qui s'éloignèrent complètement du langage tonal reconnaissaient le génie de Mozart. Mais Mozart n'appartient pas seulement aux musiciens et aux mélomanes. Sa musique a pénétré la culture populaire d'une manière unique. Ses mélodies sont reconnaissables même pour ceux qui ne connaissent rien à la musique classique. L'ouverture des Noces de Figaro, la petite musique de nuit, le début de la symphonie numéro 40, le rondo alla turca, tous ces morceaux font partie du patrimoine culturel mondial. Dans les films, sa musique est utilisée pour évoquer l'élégance, la beauté, parfois l'ironie. Le film Amadeus de Miloš Forman, bien qu'historiquement inexact sur de nombreux points, popularisa Mozart auprès d'une nouvelle génération et fit découvrir sa musique à des millions de personnes. La bande sonore du film, utilisant exclusivement la musique de Mozart, devint l'un des albums de musique classique les plus vendus de tous les temps. La musique de Mozart est également utilisée dans des contextes inattendus. Des études scientifiques ont exploré ce qu'on appelle l'effet Mozart, suggérant que l'écoute de sa musique pourrait améliorer temporairement certaines capacités cognitives. Bien que ces affirmations soient débattues, elles témoignent de la fascination continue qu'exerce Mozart. Sa musique transcende les cultures et les époques. Elle est jouée dans des salles de concert occidentales traditionnelles, mais également adaptées par des musiciens de jazz. Incorporée dans des arrangements rock et électroniques, jouée sur des instruments non occidentaux. Cette universalité suggère que Mozart touchait à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Quelque chose qui parle au-delà des barrières culturelles et temporelles. Mais qu'est-ce qui rend la musique de Mozart si spéciale ? Pourquoi continue-t-elle à émouvoir les gens plus de 200 ans après sa mort ? Peut-être parce qu'elle atteint un équilibre parfait entre forme et émotion, entre structure intellectuelle et expression directe du sentiment. Sa musique possède une clarté cristalline qui permet d'entendre chaque voix, chaque ligne mélodique, mais cette clarté n'est jamais froide ou académique. Elle est toujours au service de l'expression émotionnelle. Il y a également dans sa musique une qualité difficile à définir. Quelque chose qu'on pourrait appeler la grâce. Ces mélodies semblent naturelles, inévitables, comme si elles avaient toujours existé et que Mozart les avait simplement découvertes plutôt que créées. Cette qualité de naturel cache l'immense travail et la maîtrise technique qui sous-tendent chaque note. Mozart vécut à un moment charnière de l'histoire musicale, entre le baroque tardif et le romantisme naissant. Il synthétisa les accomplissements du passé, tout en ouvrant la voie au futur.
Il maîtrisait parfaitement le contrepoint baroque, comme en témoignent ses fugues et ses canons. Mais il l'utilisait avec une liberté et une expressivité qui regardaient vers l'avenir. Sa vie brève et tragique a contribué à forger sa légende. L'image du génie non reconnu mourant dans la pauvreté possède une puissance romantique indéniable. Mais la vérité est plus nuancée. Mozart était reconnu de son vivant, largement respecté par ses pairs, admiré par le public. Il ne mourut pas dans la misère absolue, mais dans des circonstances financières difficiles, situation commune pour de nombreux artistes de son époque. Sa véritable tragédie n'était pas le manque de reconnaissance, mais le manque de sécurité économique qui aurait pu lui permettre de créer sans l'anxiété constante concernant l'argent. Si Mozart avait vécu plus longtemps, qu'aurait-il créé ? Cette question fascine les mélomanes depuis plus de 2 siècles. À 35 ans, il était au sommet de ses pouvoirs créatifs. La flûte enchantée montrait une nouvelle direction dans l'opéra allemand. Le requiem suggérait une profondeur spirituelle nouvelle. On ne peut qu'imaginer les chefs-d'œuvre qu'il aurait pu créer s'il avait vécu jusqu'à 50 ou 60 ans. Mais peut-être cette question est-elle vaine. Ce que Mozart nous a laissé suffit amplement à établir sa place parmi les plus grands artistes que l'humanité ait produits. 600 œuvres en 35 ans, dont une proportion étonnamment élevée de chefs-d'œuvre absolus. Peu de compositeurs ont maintenu un tel niveau de qualité sur une telle quantité de production. Sa tombe perdue est devenue un symbole puissant. Le fait que nous ne sachions pas exactement où repose son corps semble approprié pour un homme dont la musique transcende le physique et le temporel. Il n'a pas besoin de monuments de pierre. Sa musique est son monument, plus durable que n'importe quelle structure physique. Dans les villes du monde entier, des salles de concert portent son nom. Des festivals lui sont consacrés, particulièrement à Salzbourg, où sa maison natale est devenue un musée visité par des centaines de milliers de personnes chaque année. À Vienne, la ville qui ne lui donna jamais le poste stable qu'il désirait, il est maintenant célébré comme l'un de ses plus grands fils. Des statues le représentent, des rues portent son nom, sa musique résonne constamment. Mais au-delà de ces hommages officiels, Mozart vit dans quelque chose de plus précieux. Dans les moments où un pianiste s'assoit pour jouer une de ses sonates, dans les répétitions d'orchestre préparant une de ses symphonies, dans les salles d'opéra où ses personnages continuent à vivre et à aimer et à souffrir sur scène, dans les églises où son requiem est chanté pour honorer les morts, dans les chambres de jeunes musiciens qui découvrent ses partitions pour la première fois. Il vit dans la joie qu'apporte sa musique, dans les larmes qu'elle provoque, dans l'émerveillement qu'elle inspire. Il vit chaque fois que quelqu'un, quelque part dans le monde, écoute une de ses œuvres et ressent cette connexion mystérieuse avec quelque chose de plus grand que soi-même, cette sensation de beauté pure qui élève l'esprit. Wolfgang Amadeus Mozart est parti il y a plus de 2 siècles, mais sa voix résonne encore claire et forte. Elle nous parle d'un monde où la beauté était possible, où l'art pouvait atteindre la perfection, où un être humain imparfait pouvait créer quelque chose de transcendant. Dans un monde souvent dur et décevant, sa musique nous rappelle qu'il existe quelque chose de lumineux, de pur, d'éternel. Et c'est peut-être là son véritable héritage. Non pas simplement les notes qu'il a écrites, aussi belles soient-elles, mais l'espoir qu'elles représentent. L'espoir que la beauté peut naître de la souffrance, que l'art peut triompher des circonstances difficiles, que quelque chose créé par un homme mortel peut toucher à l'immortalité. Proposez dans les commentaires des thèmes pour de nouvelles histoires. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like.